Merci et merci à Marian et aux organisateurs des journées. Dans cette communication, on va examiner les relations à travers les textes entre Willa Cather et ses traductrices françaises des années 1940. Et pour ce faire, en premier lieu, je vais présenter l'autrice et sa réception en France jusqu'à cette période, à cette époque-là. Ensuite, on interrogera des ressources secondaires, notamment des lettres, enquête des informations sur le processus de traduction. Finalement, on se servira de l'analyse microtextuelle comparée afin d'élucider le degré d'influence de l'autrice dans des décisions traductologiques parmi ces traductrices dans sa étude de cas. Et tout d'abord, quitte à ce que cela puisse ennuyer les spécialistes en linguistique, je me permets de présenter l'autrice puisqu'elle n'est pas nécessairement bien connue de tous les présents. Willa Cather fut... oh, continuez. Voilà. Willa Cather donc, fut une autrice reconnue dans les premières décennies du XXe siècle aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle occupe une place canonique parmi les narrateurs en langue anglaise de cette période. Et bien qu'elle ait écrit un bon nombre de récits et qu'elle ait pratiqué abondamment la critique littéraire comme le journalisme en général, c'est surtout en tant que romancière qu'elle est connue du grand public. Déjà de son vivant, elle a joui d'une notable renommée parmi les critiques, les lecteurs anglophones. Elle s'est vue décerner par exemple le prix Pulitzer en 1923 par son roman One of Hours. Et ses romans les plus lus sont probablement ceux de la trilogie de la prairie qui traite des questions telles que la cohabitation en fin du 19e siècle à des colons les plus anciennement établis dans le Nebraska, avec ceux issus des successives vagues migratoires du centre et nord de l'Europe qui peuplent les terres du Nebraska. En ce qui concerne sa place dans l'historiographie littéraire, le statut de Cather est complexe, puisqu'elle n'appartient plus au réalisme, ni participe pas pleinement de l'avant-garde moderniste, d'après quelques critiques, notamment ses contemporains. Et quoi qu'il en soit, et même si sa popularité a baissé pendant les décennies centrales du XXe siècle, par la suite, la donne a changé et de nos jours, elle est très appréciée et ses œuvres sont toujours examinées à bien des égards. Ça marche pas. Une fois présentée, notre écrivaine, venons-en à sa réception en France jusqu'aux années 1940. Comme l'indique Françoise Palot-Papin, Cather s'est finalement fait une position relativement solide chez les lecteurs français actuels. Or, ceci n'est arrivé qu'au cours des décennies. Les premières traductions françaises datent des années 1920, certes, mais si précoces que ces débuts soient, ce n'est qu'à partir des années 80 que ces romans sont systématiquement traduits et par Marc Chénetier. Ces premières traductions-là, celles des années 20, sont dues à Victor Jonah, un diplomate et intellectuel péruvien multilingue cosmopolite, qui a traduit Hemingway et Fitzgerald parmi d'autres contemporains américains. C'est Jonah donc qui a traduit les romans My Antonia et le récit Camille Aphrodite, dont les versions parues en 1924-1925 sont les premières œuvres de Cather traduites au français. Quelques années plus tard, dans les années 30, paraissent les versions françaises de My Mortal Enemy et Shadows on the Rock, celles-ci traduites lors de la remise du prix Femina américain. Nous voilà arrivés aux années 1940. En ce moment-là, Cather commence à être relativement connue en France. Comme nous venons de le voir, quelques-unes de ses œuvres ont été déjà traduites. Et par ailleurs, certains critiques en ont parlé. Et c'est le cas notamment de Régis Michaud,
qui lui consacre un chapitre de son essai Le roman américain d'aujourd'hui, ainsi que Yvonne Handy, qui a présenté sa thèse de doctorat sur Cather à l'Université de Rennes en 1940. Cette année justement, 1940, est publiée La mort à l'archevêque, la première des 3 dernières œuvres de Cather parues en France jusqu'à son décès en 1947. Les 2 autres étant Une dame perdue et le récit Nos voisins Rosicky. Voyons de plus près donc ces 3 œuvres traduites dans les années 40. Le projet d'édition française de La mort à l'archevêque, publié enfin en 1940 chez la maison d'édition parisienne Stock, date d'au moins 2 années auparavant, comme en témoignent les lettres que l'on va examiner dans un instant. Le roman est accompagné d'une préface d'André Arton, un spécialiste d'histoire ecclésiale, lequel y réfléchit sur l'un des axes thématiques principaux du livre. C'est l'histoire réelle sur laquelle est basé le périple de religieux protagonistes du roman, qui parcourt le Nouveau-Mexique en tant que missionnaire au milieu du XIXe siècle. La traductrice de la version finalement publiée est Marie-Christine Carrel, dont la recherche dans les catalogues de la Bibliothèque nationale et celui du système universitaire de documentation ne donne aucun résultat à part la traduction de ce roman. Une autre traduction avait été entamée quelques années auparavant pour la même maison d'édition par Marguerite Yourcenar. Inutile de la présenter, évidemment. On dira justement qu'à cette époque-là, Yourcenar a commencé déjà à se forger une réputation en tant que femme des lettres en général, de part et d'autre de l'Atlantique, y inclus en tant que traductrice. Par exemple, elle avait déjà traduit et publié sa traduction de The Waves de Virginia Woolf en 1937. Alors, comment s'est-il passé qu'une plume telle que Yourcenar se soit vue écartée du projet? Bon, la réponse réside dans les lettres. Dans cette première missive, que Cather dirige à son agent, éditeur et ami Alfred Knopf le 2 mars 1938, l'autrice dit avoir correspondu avec la traductrice, c'est-à-dire Yourcenar, la traductrice chargée de la traduction française de Death Comes for the Archbishop, et dit ne pas s'en souvenir du nom. Quelques semaines plus tard, Cather écrit une autre lettre, cette fois-ci très longue, à Alfred Knopf, dans laquelle elle remet en question avec beaucoup de détails la stratégie de traduction de Yourcenar, et dans laquelle elle détecte de nombreuses erreurs de cible, que Cather résume elle-même en 2 questions. Et voilà. La négative de la traductrice a employé des localismes en espagnol qui jouent un rôle important dans le roman, comme on verra plus tard, et son souhait de paraphraser des descriptions du paysage. D'après Cather, ces localismes qu'elle emploie en espagnol dans la version anglaise font partie intrinsèquement du paysage humain et géographique du Nouveau-Mexique, un paysage d'autre partie sur lequel elle fonde une critique personnelle à Yourcenar, puisque Cather lui récrimine de vouloir écrire sur un pays sur lequel qu'elle n'a pas visité et sur lequel elle n'a lu que très peu. On ne connaît pas exactement le déroulement des événements. Peut-être Yourcenar a-t-elle renoncé au projet, peut-être Cather n'a pas a-t-elle autorisé la traduction. Quoi qu'il en soit, Carrel s'est vu charger la tâche et en février 1939, elle aura déjà fini son brouillon sur lequel on reviendra plus tard dans l'étude des cas plus en détail. Donc, passons à commenter les 2 autres traductions au français dans cette période, dans les années 40. Premièrement, Une dame perdue, la traduction en 1944 par Hélène Malvan de A Lost Lady, un autre des romans les plus connus de Cather, qui se déroule également dans le sud-ouest et qui traite des sujets tels que l'amour illicite et l'évolution des classes sociales dans la région.
De Malvan, la traductrice d'Une âme perdue, on n'en sait pas beaucoup. Elle apparaît dans les deux catalogues consultés comme l'autrice de cette traduction et d'une autre aussi, Beowulf, de l'écrivaine anglaise Annie Winifred Ellerman. Quant à l'édition, le roman traduit a été publié à Paris chez la Nouvelle Édition et est précédé d'une introduction non signée et d'une préface par Lucien Escoube. Étant donné la date de publication 1944 et donc les entraves à la communication entre l'Amérique et l'Europe, auxquelles on fait référence dans l'introduction, il est fort probable que ni Cather ni son agent éditeur américain Knopf ont autorisé cette traduction. Donc, faute d'allusion directe dans la correspondance que l'on conserve, on n'en peut pas être certain. Pourtant, que ce soit en raison de la qualité du texte ou des circonstances de sa publication, on sait certainement qu'il a de plus Cather et car elle s'y réfère très brièvement 2 années plus tard dans la lettre suivante. Il s'agit d'une missive d'Alfred Knopf à l'occasion de la demande d'un éditeur français d'inclure un récit de Cather dans une anthologie de narrateurs américains. Après avoir lu un échantillon de la traduction jointe à la lettre, l'autrice, Cather, écrit quelques lignes à la main sur la même lettre de Knopf, en souhaitant qu'il avait été ce traducteur-là, en l'occurrence Albert Gerhard, qui avait traduit Une dame perdue, et non Hélène Malraux. Et finalement, entre mai et juillet 1945, le récit Neighbors Rosicky est publié comme Nos voisins Rosicky par Réforme. Et c'était un hebdomadaire fondé cette même année-là, qui allait devenir une publication culturelle de référence dans la presse chrétienne. Et peut-être le choix du récit est-il motivé par la thématique, et puisqu'on y exalte les vertus de la vie familiale. Ceci n'est pas un cas exceptionnel, bien au contraire. La réception de Cather en Europe dans la première moitié du XXe siècle est souvent marquée par les lectures religieuses de ces œuvres. C'est le cas, comme l'indique Caterina Bernardini, de l'Italie dans les années 30 aussi. La traductrice du récit de Nos voisins Rosicky est Lucienne Escoube, c'est-à-dire l'autrice de la préface de Une dame perdue. Contrairement à Carrel et Malvan, on connaît davantage de données sur Escoube. Elle a été une écrivaine et traductrice expérimentée qui a traduit des dizaines de livres, et particulièrement de littérature irlandaise anglophone. Selon Paolo Papin, cette édition n'a pas été autorisée par Knopf ni Cather. On n'en connaît pas les détails, mais le document suivant montre jusqu'à quel point Cather était déçue par rapport aux éditions de ces récits en particulier. Il s'agit d'un carnet que Knopf envoie à l'autrice joint à une lettre dans laquelle il lui demande de choisir parmi l'autorisation ou non de l'inclusion de Neighbor Rosicky dans l'anthologie. Cather y répond catégoriquement en écrivant « jamais », double exclamation, comme vous le voyez. Étant donné la date, quelques mois après la parution du récit traduit en français, il s'avère fort probable qu'elle a été très mécontente avec cette édition. Après avoir présenté les figures intervenantes dans les textes, c'est-à-dire Willa Cather et ses 4 traductrices dans la période examinée, entamons l'analyse des ressources à travers lesquelles on peut connaître le détail d'un cas particulier. Le texte anglais de Death Comes for the Archbishop et sa traduction finalement publiée par Marie-Christine Carrel, ainsi que davantage de lettres qui en témoignent le processus de traduction. Voyons donc cette très longue lettre que Cather adresse directement à Carrel, contrairement aux lettres qu'on vient d'examiner, qui faisaient partie de la correspondance entre l'autrice, son agent et éditeur. Et rappelons que Cather avait été chargée de la traduction du roman
à la suite du rejet de la traduction de Yourcenar. Dans cette lettre de Cather, elle répond à plusieurs questions formulées par la traductrice dans une lettre précédente, à savoir la répétition d'une expression, la distinction entre le Mexique, le Nouveau-Mexique, et surtout toute une série de termes culturels employés en espagnol qui avaient été l'un des principaux sujets de controverse entre Cather et Yourcenar. Il s'agit de mots d'origine espagnole appartenant à des différentes thématiques, comme la géologie, la géographie, par exemple mesa ou arroyo, la nourriture, frijoles, chili, ou l'architecture et la culture matérielle, adobe, casa, des termes variés donc, mais très chers à Cather, d'autant plus qu'ils lui servent à caractériser la spécificité du paysage géographique et humain où le roman se déroule, comme vous pouvez le lire dans les dernières lignes du paragraphe. Cather insiste à conserver tous ses emprunts dans la traduction et conseille à Carrel de se laisser guider par la traduction italienne que Alessandra Scalero avait publiée en 1936 chez Mondadori, édition que l'autrice a beaucoup appréciée. Elle s'y réfère dans une lettre de l'année 38 comme « a very excellent translation ». Et voilà, Cather conclut la lettre par une métaphore qui apparente la tâche de la traductrice à celle de deux protagonistes du roman, qui étaient des prêtres missionnaires qui doivent affronter avec courage les difficultés géographiques et géologiques. D'après Cather, le livre aussi est parsemé d'obstacles et elle invite à Carrel à y faire face si elle souhaite faire une bonne traduction. Ainsi, Carrel a-t-elle suivi les conseils de Cather? D'après l'analyse des textes, oui, en effet. Voyons ces passages où trois hiérarques du Vatican et un autre missionnaire décident de la sorte du père Latour, l'un des protagonistes, en décrivant vivement les difficultés, les difficultés du terrain que le prêtre va rencontrer. Comme vous le voyez dans la colonne à gauche, qui montre le texte original en anglais, le passage est très riche en termes en espagnol dont on parlait, frijoles, chili, pueblo, padre. Bon, comme vous pouvez le voir, la traduction de Carrel à droite suit exactement le modèle de la version italienne de Scalero dans la colonne centrale. Elle emploie les mêmes emprunts en espagnol, voire le même format des notes de pied de page, comme l'autrice le lui avait proposé. Notez d'ailleurs comme le mot pueblo reproduit, comment la note sur pueblo reproduit mot par mot celle de Scalero. Mais ce n'est pas tout, car elle suit le modèle de Scalero tant et si bien, peut-être par peur de voir sa traduction rejetée, étant donné le précédent de Yourcenar, qu'elle conserve en espagnol même le mot padre, qui, étant en effet un hispanisme, n'est pas assimilable au reste des termes puisqu'il n'est pas propre au sud-ouest. La traductrice italienne, en fait, n'emploie pas le mot espagnol dans la version, mais l'italien, qui coïncide lettre par lettre. Mais c'est clair qu'elle choisit la traduction en italien puisqu'elle n'emploie pas les italiques. Voyons finalement un autre extrait appartenant à une description du paysage de la troisième partie du roman. Et le texte est encore parsemé d'éléments culturels, dans ces cas appartenant au domaine de la construction, le adobe, dont Cather parlait dans la lettre, la géologie, mesa, l'urbanisme, pueblo, ou la botanique, pignon. Un pignon, c'est une espèce de conifère nord-américaine. Comme vous pouvez le voir, Carrel suit le conseil de Cather, encore une fois, comme le fait à de nombreuses reprises tout au long du livre. En définitive, l'examen de cet ensemble de ressources, c'est-à-dire des textes originaux et traduits et surtout la correspondance privée,
nous ont permis de repérer des tendances dans l'œuvre de Cather publiée en France pendant les dernières années de sa vie, qui ont à voir avec l'intervention de l'autrice. Elle s'est préoccupée des circonstances de traduction et édition en général de ces textes, ce qui a été une attitude constante pendant des décennies, même auparavant, elle faisait déjà ça, à la lumière de sa correspondance. Elle a regretté en outre les stratégies de traduction qui ne s'ajustaient pas à ses préférences. Or, ce qui caractérise son attitude générale envers son œuvre, traduite ou non, c'est une démarche extraordinairement active par rapport à la défense de ses positions en tant qu'autrice. Comme nous l'avons vu, ce phénomène se manifeste à plusieurs reprises dans sa correspondance, dont elle se prévaut pour exercer son agentivité en tant qu'autrice, qui joue un rôle primordial dans le processus d'édition des textes, y inclut la traduction. Ceci pourrait expliquer aussi certaines tendances qui ont entouré son œuvre, particulièrement de son vivant, mais non seulement. Par exemple, sa place dans les anthologies. Si Cather avait beau être ravi de voir son œuvre publiée et diffusée en général, elle a en même temps refusé catégoriquement de permettre que quelques récits soient inclus dans l'anthologie. Et les difficultés que ce genre de dispositions entraînent en ce qui concerne l'édition des textes pourraient expliquer en partie pourquoi Cather n'a pas enfin été systématiquement traduite en France jusqu'aux années 80. Voilà. Merci de votre attention.